présente, je m'appelle Jacques Meyer, je lis les attributs, même si je ne connais pas. Mais disons que, pour ma part, j'ai été également en tant que militant du Parti ouvrier indépendant. Et l'appréciation qui est portée par les camarades, ce qui vient d'expliquer, je la partage complètement, mais effectivement, le peuple palestinien a infligé à l'impérialisme non pas une défaite, ça c'est sûr, mais au moins un revers. Car n'oublions quand même pas comment Obama a soutenu, continue à soutenir Netanyahou en lui adressant des fonds, etc. Et le conférencier a rappelé également la position de l'homme, parce que je ne dois pas le faire pour vérifier ça, de Hollande durant les débuts des opérations. Donc, la question qui est posée, à mon avis, c'est là-dessus surtout que je veux insister, c'est la question de la solidarité, non pas en général, mais du mouvement ouvrier, c'est-à-dire de la classe ouvrière. Et force est de constater qu'effectivement, en France, ça n'a pas vraiment été fameux de ce côté-là. Certes, il y a eu comme des manifestations qui n'étaient pas des moindres. Mais à l'échelle internationale, aux États-Unis, on a raté, dans un pays comme l'Angleterre, etc., ça a été considérable. Et là, je dois faire état d'un appel international qui a été lancé par le Parti des travailleurs algériens et l'Union générale des travailleurs algériens au mouvement ouvrier international pour exiger la levée immédiate du blocus de Gaza. Car si certes, l'État sioniste n'est pas parvenu à ses objectifs quant à l'extermination des Gazaouis, il n'en demeure pas moins aujourd'hui avec le blocus. Ils sont en train de les faire crever à petit feu. Et il n'y a pas de marche plus urgente que de tout mettre en œuvre pour arriver à faire lever ce blocus criminel. Pour le reste, la discussion reste ouverte, bien évidemment. Pour ma part, je vais tout de suite en passant. Je suis un partisan de l'État palestinien avec ses deux composants juifs et arabes, démocratiques et laïques. Merci Clara, merci mesdames et messieurs. On va prendre peut-être deux ou trois interventions supplémentaires pour permettre des réponses globales de Julien et de Jean-Claude. Effectivement, par rapport à ce qui vient d'être dit, à la fois à la tribune et puis par notre ami, la question de l'État, de la viabilité d'un État palestinien aujourd'hui apparaît comme non viable. Et on revient donc à la vieille revendication de paix que tu as rappelée. Alors, d'autres interventions, allez-y. Pour ce qu'on appelle les journalistes en France, sauf ceux du monde diplomatique, il y a peut-être quelques unités de ci, de là. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans les journalistes en France? Parce qu'on ne sait rien de ce que vous dites là. Pratiquement rien. On entend qu'il y a un gros truc qui se passe, et puis le lendemain, il n'y a plus rien. On a passé les mots rouges. Enfin, ils sont tous juifs d'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces journalistes français-là? La question suivante, l'intervention suivante. Non, elle a raison. Elle a raison. Pourquoi on ne sait rien? Pourquoi on n'est pas informé? En fait, ma question, c'était essentiellement par rapport aux Juifs, comment ils arrivent à justifier en interne cette dérive limite naziste auprès de leur population. Quoi. Alors, tout ça par rapport à, en plus, avec des prétextes de maintien, parfois sous prétexte qu'ils ont subi l'Holocauste, comment est-ce qu'ils arrivent quand même à justifier qu'en fait ils ont cette dérive nazie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à ce genre de questions. Oui, moi je voudrais en savoir un petit peu plus sur le mouvement de résistance des Palestiniens hors du Hamas et des composantes organisées, on va dire. Est-ce qu'il existe quelque chose ou pas?
commencer. Oui, je vais prendre la question Julien. là. Micro. Bon, d'abord, juste. Bon, une petite question de vocabulaire. Bon, moi, je n'utilise jamais le terme anglo-saxon de l'Holocauste, qui est tout à fait mal pour vous, parce que l'Holocauste veut dire un sacrifice volontaire. Donc, on peut appeler ça, je n'utilise pas non plus le terme de Shoah, on trouve souvent dans la presse, parce que là, c'est un terme, bon, c'est d'hébreu, puis c'est un terme, bon, ça renvoie à ce film de Lanzmann, qui n'est pas tout à fait un ami, etc. Bon, même si le film est tout à fait intéressant. Donc, moi, je dirais le génocide des Juifs, ou le terme qu'utilise Raoul Hilberg, l'historien américain, qui a écrit un remarquable bouquin qui s'appelle La destruction des Juifs d'Europe. Bon. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais enfin, c'est pas tout à fait un détail, parce que l'Holocauste, on a l'impression vraiment que voilà, les Juifs qui sont allés à la mort, ils y sont allés d'eux-mêmes, excusez-moi, ni mes grands-parents, ni mon père, ni ma tante n'ont choisi d'aller à la mort, ils ont été arrêtés par des Français, pas oublier ça, hein. Et ensuite les héros allemands, et voilà. Donc maintenant, la question, effectivement, elle est intéressante. Bon, à l'UGP, c'est évidemment une question à laquelle on est souvent confronté. Vous dites, comment ça se fait que les Juifs qui ont quand même connu l'extermination, le génocide, à l'égard de leur père, grand-père, etc., leurs grands-parents, comment est-ce qu'ils peuvent agir comme ils agissent actuellement en tant qu'État d'Israël? Bon, d'abord, la comparaison n'est pas tout à fait juste, hein, parce que même s'il y a eu, au moment de la création de l'État d'Israël, des crimes comparables à ceux que les nazis ont commis en France, je veux parler précisément des Deir Yassin, un village qui, comme au Ragour, a subi les massacres de toute la population civile. Bon, il y a eu des faits comme ça en 1948. Bon, il y a eu, alors, je ne sais pas si on a un chiffrage de morts depuis 1948, de morts palestiniens, c'est tout à fait impressionnant, mais je ne pense pas qu'on puisse le comparer, disons, à un plan concerté, au plan concerté des nazis qui avaient décidé de rayer de la surface de la Terre tous les Juifs. Bon, c'est quand même, il faut garder des échelles différentes. Mais la question, quand même, je vais y répondre. Et, comment dire, moi, j'ai l'habitude de citer c'est un très ancien sage juif, puisqu'il a vécu à l'époque de l'empereur Auguste. Donc, vous voyez, c'est pas hier, c'est le 1er siècle, autour du 1er siècle. Et il s'appelle Hillel Hazaken. Vous trouverez sa fiche sur Wikipédia. Et en gros, il dit ceci, je ne sais pas exactement, il dit, bon, toute l'éthique juive, ça consiste à ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi. Maintenant, il dit toute la Torah, hein, tout l'enseignement, c'est plus précis que ça, tout l'enseignement de la Torah, parce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, tout l'enseignement de la Torah consiste à dire, là, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Et après, il ajoute que maintenant, on va et étudie. Moi, je dirais, il faut croire que les Israéliens, quoique leur gouvernement successif se dise État juif, probablement ils n'ont pas suffisamment étudié l'éthique juive, dans ce qu'elle est meilleure, parce qu'il y a aussi des aspects moins reluisants, comme dans tous les textes d'humanité, d'ailleurs. Ils n'ont pas suffisamment étudié ça. Et pourquoi? Moi-même, je me suis souvent posé la question, hein, en tant que, effectivement, descendant, hein, victime moi-même, moi je suis né en 1944, hein, voilà, la guerre n'était pas finie. Et y compris ma sœur, qui était plus âgée que moi, et moi-même, pendant quelques temps, après l'assassinat de notre père, on a été quelques temps des enfants cachés dans le sud de la France. Donc voilà. Donc je dois dire que j'arrive tout à fait à comprendre, effectivement, pourquoi, comment les Juifs peuvent faire ça avec les Palestiniens. Et finalement, j'ai quand même une explication, et, parce que je connais bien sûr aussi les Juifs à Strasbourg, dans la communauté juive. Voilà, je les connais. Et en fait, ils se prennent, je veux dire, ils appliquent ce précepte, hein, qui nous venons du précepte d'Emmanuel Kant, hein, on retrouve ça dans toute la morale universelle, d'ailleurs, laïque, hein, de ne pas faire pour tous ce qu'on ne veut pas subir soi-même.
Mais eux, c'est comme s'il y avait une coupure, ils appliquent, je dirais, à leur propre tribu, mais pas aux autres. Hein. Voilà. C'est ça le problème. Alors que, évidemment, le précepte, il a une valeur universelle. Hein. Ça me rappelle cette phrase de Jean-Marie Le Pen, un jour, qui parlait, qui disait qu'il aimait d'abord sa mère, ensuite sa fille, ensuite sa sœur, sa cousine, puis que les autres, ça venait bien après. Il n'a rien compris à l'amour du prochain. Hein. Tout chrétien qui se réclame, il n'a rien compris non plus à l'amour du prochain. C'est-à-dire que dès lors que vous considérez les préceptes éthiques valables pour votre seule population, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, n'est-ce pas? Là, du coup, vous êtes prêts à commettre des virtudes contre les autres, qui ne sont pas de votre sang, avec beaucoup de guillemets, évidemment. Hein. Voilà. Donc, moi, c'est l'explication que je donne de cette chose-là. C'est-à-dire que, ou bien, l'éthique, elle est universelle, et alors, effectivement, il ne faut pas massacrer les amis, ni personne d'autre, d'ailleurs. Hein. Bon. Ou alors, c'est qu'on ne comprend pas l'éthique, hein, et on n'a pas un comportement de l'État qui se dit le plus démocratique et l'armée la plus morale, donc le plus honnête. Ouais, je voudrais commencer par ça. Je vais vous parler d'Israël, etc. Mais je pense que ce qui s'est passé cet été dans la société israélienne montre qu'il y a finalement une maturation, radicalisation de la mentalité d'une société coloniale. Et que finalement on peut comprendre aussi qu'il n'y ait pas de transmission de la mémoire de ce qui s'est passé, parce que l'État d'Israël s'est constitué comme, alors non seulement sur une base de plus jamais ça, donc on a tous les droits, qui est quand même un truc qui joue vachement, plus jamais le génocide, donc pour s'en protéger, on a tous les droits, parce que vu ce qui nous est arrivé, personne ne pourra jamais nous reprocher de. Voilà. Tout le truc d'Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre. C'est toujours surtout que ça n'a pas de part. Et sauf que le problème, c'est que à avoir intégré ce truc-là, on a le droit, et finalement, la conséquence, c'est que les autres n'ont pas de droit. Les autres n'ont pas de droit en face. Et ce qui se passe en Israël, c'est que c'est une société coloniale, c'est une société qui s'est construite dans l'idée de la conquête territoriale et dans l'idée de la négation, domination de l'indigène. Voilà. Et sauf que comme l'indigène est toujours là, l'indigène ne part pas, l'indigène continue d'ouvrir sa bouche, l'indigène se dote de représentants qui ne sont pas les bons, etc. Il y a un processus de radicalisation presque naturel, finalement, dans la société coloniale, qui est de voir de plus en plus, sinon, faire disparaître l'indigène. Alors ça ne veut pas dire le faire disparaître physiquement, ne plus le voir. Il y avait des écrits intéressants en Israël pendant la construction des murs en Cisjordanie, où les types disaient, et finalement ils n'ont pas besoin de faire un truc qui est aussi haut pour empêcher les gens de sortir. Et finalement, si c'est aussi haut, c'est aussi pour empêcher les gens de voir ce qu'il y a dedans. Ce qui fait que tu peux être israélien, partir de Tel Aviv, aller faire du pédalo au Tibériade, aller acheter des produits à la mer Morte et rentrer chez toi, sans voir un village arabe. Parce qu'ils ont fait des trucs pour les contourner. Sauf que tant qu'on ne les voit pas et qu'ils se taisent, tout va bien, mais le moment où ils rouvrent leur gueule, et ben à chaque fois c'est un petit peu plus radical en face. Et là, ce qu'on a vu cet été, bon, j'en parle dans le détail, mais c'est quand même super inquiétant, parce qu'il y avait ce que tu disais sur. Il y avait des vrais milices d'extrême droite qui traînaient dans les rues, qui ratonnaient les Arabes, qui ratonnaient les manifestants contre l'intervention à Gaza. Vous avez quand même peut-être vu ces images, vous savez, ces populations terrorisées de Sderot qui sortent par dizaines sur les collines avec leur canapé, leur popcorn et leurs gamins pour regarder les bombardements sur Gaza. Qui applaudissent comme si c'était au cinéma, en train de regarder un spectacle, etc. Alors, c'est pas toute la société israélienne, mais des choses comme ça dit des choses sur notre société. Ça dit des choses sur les tendances, et qui sont pas, il n'y a pas d'un côté la société, puis de l'autre côté les politiques qui seraient responsables. Les deux exemples que tu donnes, que ce soit Lieberman est quand même l'auteur de cette célèbre phrase, donc Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, il faut en finir avec Gaza, comme les États-Unis ont fini avec le Japon en 1945. Ça donne une idée. Le gars est ministre des Affaires étrangères.
et Naftali Bennett, qui est l'autre extrême droite, lui, en plein conseil des ministres il y a quelques mois, il a dit moi, des Palestiniens, j'en ai déjà tué et j'en tuerai encore s'il le faut. Le type est ministre de l'Industrie. Vous imaginez la gueule du pays, quand même. C'était les ministres qui disent ça. Quoi. Et vous avez un président israélien à la Knesset, le président de l'État d'Israël, qui dit que lui, il pense que la solution, finalement, ça sera un seul État dans lequel les Palestiniens n'auront pas de droit. Voilà, ça passe tranquille, comme une lettre à la poste. Il y a 2 ans, il y avait un sondage dans la RS, on demandait aux juifs israéliens est-ce que vous pensez qu'il y a de l'apartheid en Israël? Et une majorité qui disait oui, 58% je crois, qui disait oui, il y a de l'apartheid en Israël. Puis après, on leur demandait cette échec, non. Non, ça va plus de temps. Ce truc est tellement imprégné que finalement, il y a même plus besoin de faire du matraquage, la propagande chrétienne et tout, c'est toute une société qui fonctionne comme ça. Et les quelques-uns qui sont de cette société tentent de tirer dans l'autre sens, sont de plus en plus considérés comme des traîtres. Et c'est pour ça que entre eux sont. Sur la question sur les médias, alors je suis obligé de faire court, mais parce que ça mérite un truc en entier sur le média, la question palestinienne. Pour faire très court, les médias ne sont ni pro-palestiniens, ça vous le savez, ni pro-israéliens. Vraiment. Quand on regarde à une échelle un peu large les grands trucs, journaux, télé, radio, etc., le problème des médias sur la question palestinienne, c'est qu'ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Ils ne donnent aucune clé de compréhension de ce qui se passe là-bas. On saute d'un truc à l'autre, d'un événement sanglant à l'autre, sans jamais donner les éléments de continuité qui permettent de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. C'était indiqué sur le truc, je ne suis pas là à ce titre-là, mais moi je bosse pour un observatoire de médias qui s'appelle Acrimel, dans un article pour Acrimel, j'avais appelé ça le syndrome de Tom et Jerry, c'est-à-dire Tom et Jerry, vous savez, c'est que le chat, la souris, ça le dessus, ils sont des pièges, ils sont des saloperies, des fois ils font semblant qu'ils se mettent d'accord, mais c'est des gens en train de réfléchir à comment ils vont prendre les trucs après. Le traitement de la question palestinienne, on sent pourquoi ça. C'est bon, ils savent dessus. Pourquoi ils savent dessus? Parce qu'avant, ils s'étaient pas dessus. C'est le cycle des représailles. Le truc qui ne veut rien dire. Voilà. C'est plus parce qu'ils n'expliquent rien que du coup, ils donnent l'impression que c'est incompréhensible et donc que nous, on n'a rien à faire parce que c'est trop compliqué et que du coup, objectivement, ils vont être du côté de l'État d'Israël. Mais pas par le contenu, mais par le fait qu'ils ne donnent pas à comprendre et donc ça s'appelle plutôt à la démotivation et à la démobilisation. Mais après, des journalistes qui font super bien le travail, je parlais de Peugeot de Mediapart, il y a Benjamin Barthes du Monde qui fait des trucs très bien, Charlotte Berlin, des fois, France Télévisions qui est là-bas, qui fait des trucs bien. Il y a juste un truc qu'il ne faut pas sous-estimer, je ne m'étends pas trop sur la presse, c'est les conditions de travail des journalistes. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de correspondant permanent dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un envoyé spécial. Et vous avez des jeunes journalistes qui ont 25 ans, qui n'ont jamais foutu les pieds là-bas, qui sont envoyés d'un coup. En plus, là, cet été, les grands journalistes en vacances, t'as des petits jeunes qui débarquent, et on leur dit, écoute, ce soir, tu me fais en 3 minutes, quoi. Moi, je fais rien. Donc, tu vas au plus simple, tu raccourcis, et puis tu fais des trucs qui sont bons. Moi, j'ai eu des coups de fil de journalistes que je connais, qui bossent sur des questions qui n'ont rien à voir, qui sont des précaires, quoi, pour des sites, notamment Le Monde, Le Point, Libération, des jeunes qui bossent normalement sur les questions de société et tout, ils sont trop spécialisés pour faire des articles sur la Palestine, parce qu'il y a personne, parce qu'on a sous, qu'on embauche l'argent, on a d'autres précaires de faire ça. Moi j'ai eu des coups de fil de gens qui disaient Julien, je dois faire un article sur ce qui se passe à Gaza pendant 2 heures, j'ai quelques questions, oui, vas-y. La première, c'est quoi la différence entre le Fatah et le Hamas? Et tu dois rendre ton article en 2 heures, et c'est pas de sa faute. Voilà, il ne faut pas accabler les journalistes non plus, c'est-à-dire qu'ils travaillent aussi dans des conditions où ils ne peuvent pas faire du travail de qualité. À Mediapart, tout le monde dit Mediapart c'est bien, Mediapart c'est bien. À Mediapart, ils ont du temps, ils sont bien payés, et ils ne sont pas sous pression permanente de leur rédaction. Et dernière chose sur la résistance de manière générale, hors Hamas ou voilà. Première chose, c'est de se dire que tout le mouvement national palestinien a été victime du processus d'Oslo. Tout le mouvement national a été victime du processus d'Oslo à 2 niveaux. Il y a une dépolitisation généralisée dans la société palestinienne, c'est un truc qui est très marqué, parce qu'on a transféré finalement un combat pour la libération nationale à un combat pour la gestion d'un appareil administratif. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'on a technicisé
la chose, on a économicisé la chose, et on a vachement vidé sa substance politique. Gérez bien votre appareil d'État et vous aurez un plus grand appareil d'État. C'est quand même très différent de résister contre l'oppresseur et vous libérer votre territoire. Et donc il y a eu tout un truc de dépolitisation qui a touché tout le monde. Voilà, qui a touché toute la société palestinienne, et c'est particulièrement marqué dans les ONG, où jusqu'au début des années 90, les ONG d'agriculteurs, de femmes, de jeunes, etc., les gens étaient bénévoles. Maintenant, ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire, on va bosser là-dedans, on va bosser. Voilà, donc il faut être performant, il faut être efficace pour avoir les sous qui viennent de l'étranger. Donc le truc de dépolitisation a vachement affaibli le mouvement national dans son ensemble. Là, c'est tout le monde. Et puis la deuxième chose qui a affaibli tout le monde, au-delà de la répression, où toutes les organisations palestiniennes, elles ont des dizaines de cadres en prison. Le FPLP, le djihad islamique, le Hamas, etc., la plupart, le Fatah, la plupart d'entre elles, ils sont en double. Ça n'aide pas non plus. Voilà. Mais au-delà de la répression, il y a tout ce truc que je décris de fragmentation. Fragmentation, ça veut dire aussi le côté dénationalisation de la lutte nationale. Vous avez le Hamas de Gaza qui est un peu différent quand même du Hamas de Cisjordanie. Le Fatah de Gaza n'a rien à voir avec le Fatah de Cisjordanie. Et au sein de la Cisjordanie, le Fatah de Ramallah n'a rien à voir avec le Fatah d'Hébron, qui est lui-même très différent du Fatah de Naplouse. Si tu vas à Naplouse, tu vas avoir deux Fatahs. Ils vont dire, c'est moi le Fatah et les autres, non, c'est moi. Et donc il faut connaître un peu en profondeur pour savoir ce qui se passe. Et donc vous avez un mouvement national qui a été très affaibli sur le fond politique, très affaibli au milieu de ses dirigeants et très fragmenté. C'est ça le panorama général. Et au sein de ça, finalement, ce qui émerge et ce qui continue de tenir, c'est ceux qui essaient de maintenir une cohérence politique nationale et l'idée qu'il y a une société palestinienne qui se bat pour des droits. Le Hamas a fait ça, c'est pour ça qu'ils ont été ce qu'ils ont été. Voilà. Mais le Hamas s'est fait enfermer, entre guillemets, lui aussi, dans le cadre des accords d'Oslo, en devenant un bon gestionnaire de petit appareil à Gaza. Ça lui a valu se faire bien réprimander par sa base. La gauche palestinienne, de manière large, est très affaiblie, parce que finalement, elle n'a pas réussi à développer une stratégie vraiment autonome vis-à-vis de la direction Abbas et vis-à-vis du Hamas. Depuis 17 ans, la stratégie de la gauche palestinienne, c'est de dire qu'il faut que les deux autres se réunifient. On connaît ça dans l'extrême gauche, ce truc qui consiste en France. On connaît ce truc qui consiste à regarder les plus gros et à dire mettez-vous d'accord sur un programme, on vous somme de le faire. Voilà, moi je dis ça, y compris en sachant que c'est pas un jugement de valeur vis-à-vis de la gauche palestinienne. Mais beaucoup ils sont victimes de ça. Et finalement, dans ce chaos, ont émergé, et je finis avec ça, ont émergé d'autres formes de résistance qui tirent le bilan un peu critique de ce qui se passe depuis 20 ans, voire depuis 65 ans, par exemple. La campagne BDS, il ne faut pas oublier que c'est un appel palestinien. Quand on regarde un peu la sociologie de la petite équipe qui dirige le BDS, c'est des gens qui sont plus entre 40 et 50 ans, qui sont issus de la génération de la première intifada, ils étaient plutôt dans les organisations de gauche, ensuite ils sont allés dans le milieu ONG et ils ont refusé le côté dépolitisation des ONG. Donc il y a une petite cohésion de cette génération-là. Donc eux, ils ont un truc ouvert sur l'international. Et puis vous avez tous ces trucs de comité populaire, de résistance dans les villages, dans les camps, etc., qui ne faut pas surestimer par ailleurs. Vraiment, j'appelle à être assez pragmatique. Ce qui domine aujourd'hui, c'est pas un cloque de dire comme ça, mais malheureusement c'est la vie, ce qui domine aujourd'hui dans les territoires palestiniens sont plutôt les dynamiques idéologiques consuméristes et individualistes que les dynamiques collectives d'émancipation nationale. C'est-à-dire qu'en Cisjordanie, aujourd'hui, la préoccupation d'énormément de jeunes n'est absolument pas de comment on va construire un groupe pour attaquer la colonie en face, mais plutôt est-ce que je vais pouvoir obtenir un crédit pour m'acheter un petit appartement là. Voilà, il y a quelque chose qu'on peut comprendre. Donc, il y a des organisations qui sont affaiblies mais qui sont toujours là. Il y a des trucs un peu nouveaux qui ont émergé. Il y a une société qui, globalement, n'est pas résignée, mais qui, vu les expériences du passé, n'est pas prête à repartir en combat tous les matins si elle n'est pas sûre que ça va déboucher sur quelque chose. Et moi, je pense que, de toute façon, tout ça passera par une refonte du mouvement national palestinien autour d'une nouvelle expérience de confrontation collective, comme ça a toujours été le cas dans le mouvement national palestinien. C'est par là que ça passe. Oui, donc on a encore
question sur sur la répression que connaît actuellement les Juifs aujourd'hui en Israël. Je suis amené à dire donc, si tu veux répondre là-dessus, et aussi sur la fameuse question qui a été complètement étouffée par finalement l'intervention à Gaza, c'est sur le mouvement des indigés en Israël même. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de profondes inégalités qui veulent aussi que tu puisses là-dessus réagir. Et à Julien, je me demandais un petit peu de précision par rapport à ce qui me semble être du chantage qui est exercé par les puissances occidentales à l'heure actuelle, qui consiste finalement à conditionner ou tenter de conditionner l'aide pour la reconstruction de Gaza au désarmement du Hamas. Puis, par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, peut-être nous approfondir aussi sur la question des inégalités et d'un certain libéralisme qui existe effectivement en Cisjordanie. Il y a eu d'ailleurs, je ne sais plus le nom de l'auteur qui a écrit un excellent bouquin là-dessus, quand même parlant sur les difficultés de la résistance unifiée aujourd'hui. Voilà, maintenant je vous laisse la parole avant de redonner la parole à la tribune. Donc si on pouvait encore avoir 3 ou 4 interventions brèves pour que la tribune puisse répondre, hein, et après on va se retrouver de manière conviviale. Voilà, à vous. Je vais faire très bref. Moi je voudrais vous confier sur la responsabilité de l'impérialisme américain dans la souffrance du peuple palestinien actuellement. Je crois que tant que les États-Unis avaient le châtiment pour faire le sale boulot, ils lui faisaient faire. À partir du moment où le châtiment est tombé, il leur fallait une terre de pommes, et en particulier maintenant pour redessiner le Grand Maghreb. Donc moi j'aimerais bien qu'on précise ça, parce que ça n'a pas été beaucoup dit. Si la tête de pont américaine est aujourd'hui Israël, c'est parce qu'ils ont bien du mal d'avoir d'autres justiciers exemples sur place. Bonsoir. C'est une dame aussi qui veut parler de la... Bonsoir. Moi, j'ai une question à poser aux Français, pas aux Français immigrés, aux Français et aux Juifs qui soutiennent la Palestine. Quand on manifeste, il n'y a personne qui vient soutenir la cause palestinienne. J'aimerais savoir pourquoi. Quand on sort pour manifester, il y a que les Maghrébins, les Turcs, d'autres gens, mais les Français et les Juifs, il n'y a personne qui vient. C'est faux. C'est faux. Dans l'intervention suivante, celle qui veut pas la lame devant. Je ne dis pas. Je veux savoir ce que vous pensez de Dieu de vie. Merci. Marwan Barghouti, on voit son portrait sur le mur, qui est d'un mirador, je crois, à Ramallah. Et quel est son avenir pour la Palestine? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a quand même eu des articles, il y a peut-être une année ou deux, après la mort de Nelson Mandela, qu'il comparait à Nelson Mandela en disant qu'il pouvait peut-être avoir une sorte d'action comme lui. Plusieurs autres questions. Bon, Julien. Il y a beaucoup de débats comme ça qui sont possibles. Voilà. En tout cas, personnellement, je suis antisioniste et je dirais même, avant même d'être juif, puisque les premières occasions de lutter pour la Palestine, ça remonte à la guerre de 6 jours
en 1967, où je me souviens à Strasbourg de voir distribuer des tracts dans un restaurant universitaire juif, et où, bien sûr, comme on peut le penser et deviner, j'ai été légèrement bousculé, on va dire. En 1982, pour compléter rapidement cet autoportrait, pour la première fois, alors j'étais antisioniste, mais pas en tant que juif. J'étais antisioniste parce que j'étais militant d'extrême gauche depuis un peu avant 1967. Et il se trouve qu'en 1982, vous vous rappelez peut-être, c'était l'invasion du Liban par les troupes sionistes. Là, c'en était trop. Et avec quelques amis, on était 6 ou 7, tous juifs d'ailleurs, juifs, à Strasbourg, on s'est décidé pour la première fois à manifester notre antisionisme en tant que juifs. Et c'était un tournant, un événement, parce qu'habituellement, évidemment, avant, c'est pas du tout ça qu'on faisait. Et pourquoi on a fait ça? En fait, c'est le sionisme, c'est l'État d'Israël qui nous obligeait, et ses amis en France, en Europe, comme le CRIF, c'est eux qui nous obligent à nous définir en tant que juifs, pour la simple raison, on y reviendra sûrement, que le CRIF en France, il y a l'équivalent un peu partout, aux États-Unis, dans d'autres pays européens, mais en France c'est particulièrement grave et prégnant. Le CRIF prétend, qui est donc le conseil représentatif, enfin qui se dit représentatif des institutions juives de France, il prétend parler, quand il parle, dans l'opinion publique, vous savez qu'il parle souvent, et dans des médias auxquels on n'a pas accès, nous autres, en général, il parle au nom, dit-il, des Juifs de France. Et c'est déjà une escroquerie, parce que le CRIF rassemble certes un certain nombre d'associations qui peuvent être soit religieuses, soit laïques, et donc en réalité, il ne parle qu'au nom des membres de ces associations, et pas au nom de tous les Juifs, parce que tous les Juifs, évidemment, et c'est loin d'être le cas, ne sont pas membres, la plupart des Juifs en France ne sont membres d'aucune organisation juive, ni celles qui sont en CRIF, ni du JFP. Bon, nous sommes quelques centaines en France, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est important pour justement faire cette distinction et pour ne pas laisser croire que parce qu'on est juif, on est automatiquement aux côtés des criminels de guerre israéliens, et ceci depuis l'instauration de l'État qui se dit juif et démocratique. On verra qu'il y a une légère contradiction dans ces termes. Alors, j'en viens, on m'a demandé de traiter à la fois de la question de savoir s'il y a une fascisation de l'État d'Israël, parce qu'il y avait un point d'interrogation, mais la question qui m'a été suggérée, et en même temps de parler de la question du BDS, le boycott des investissements sanctions, aussi bien en Israël qu'en Palestine, bien, et aussi de dire un petit mot de la politique de notre président François Hollande. Alors je vais essayer de faire ça, mais en insistant surtout sur le premier point, c'est-à-dire la question de l'éventuelle fascisation de l'État d'Israël. Alors, je précise que j'ai choisi explicitement, parce que le sujet est beaucoup trop vaste, j'ai choisi explicitement de m'attacher à un certain nombre de lois. Il y en a 31 exactement, mais rassurez-vous, je ne parlerai pas de tout. De lois et de projets de loi qu'on peut qualifier de discriminatoires, principalement à l'égard des 20% de population palestinienne qui sont des citoyens d'Israël et qui, comme vous le savez sans doute, ne jouissent pas du tout des mêmes droits que les Juifs. Donc je donnerai le contenu d'un certain nombre de ces textes de loi. Certaines sont des lois déjà existantes, d'autres sont des projets, et on verra qu'effectivement, en Israël, il y a des débats, et parfois la Cour suprême casse des lois ou des décisions qui sont prises par d'autres instances. Donc, de toute façon, on ne peut pas dire que c'est le fascisme, parce que sinon, il n'y aura pas de Cour suprême pour casser un certain nombre de choses qui, à nos yeux, sont tout à fait antidémocratiques. Alors, avant ça, je ne résiste pas sur la question, justement, d'une éventuelle fascisation, à faire état d'un symptôme qui me paraît effectivement grave. Alors j'ai tiré ça d'un texte d'Alain Grech, qui écrit souvent le monde diplomatique, et qui date de mars 2014,
et Alain Grèche qui parle du ministre des Affaires étrangères, M. Avigdor Lieberman. Son parti s'appelle Israël Beitenu, c'est-à-dire Israël notre maison. En parenthèse, Avigdor Lieberman, il n'est pas sabra, il n'est pas né là-bas en Israël ni en Palestine. C'est un Ukrainien dont le métier là-bas était videur de boîte de nuit. On peut dire de cette façon qu'il n'a pas changé de travail, puisque maintenant il se fait leader de Palestiniens. Alors, Avigdor Lieberman, effectivement, dans son programme, il était déjà question il y a quelques années de déporter les Palestiniens en Jordanie. Il disait qu'il n'y a pas besoin de créer un État palestinien, parce qu'il y en a déjà un, c'est la Jordanie. Effectivement, il y a une majorité de Palestiniens, de gens venus de Palestine qui habitent la Jordanie. Voilà, mais enfin, c'est évidemment pas la solution. Et là, de manière plus précise, il parle cette fois-ci de ce que les Israéliens appellent arabes israéliens, mais que moi j'appelle, et je vous demande aussi de le faire en général quand vous en parlez, palestiniens, citoyens d'Israël. Parce que ça, c'est c'est une grande entourloupe qui vient de la part de l'État d'Israël, des gouvernements qui soient de gauche comme de droite, c'est de considérer que ces gens que nous nommons les Palestiniens, qui vivent en Palestine depuis très longtemps, qui existaient dans l'Empire ottoman et qui avaient des institutions d'une société civile dès le début du XXe siècle, comme le raconte très bien par exemple Elias Sambar dans tous ses bouquins, eh bien, ce sont les Palestiniens. Or, les Israéliens les appellent toujours arabes, sous-entendu, c'est les envahisseurs. C'est eux qui ont envahi le territoire. Donc nous, les Juifs, nous sommes là depuis 3, 4 ou 5 000 ans, je ne sais pas exactement, quand est-ce qu'ils font démarrer ce processus. Alors Lieberman, c'est même pas le ministre le plus d'extrême droite dans le gouvernement actuel de M. Netanyahou. Il y a pire, un certain Naftali Bennett du parti qui s'appelle le Foyer Juif. Et donc, ce monsieur, Lieberman, a demandé à ses conseillers au ministère d'étudier la possibilité, alors là j'ai lu le texte de Grèche, donc préparer un avis juridique autorisant le transfert des régions israéliennes du triangle et du Wadi Ara, majorité arabe, à un État palestinien, si un tel État voyait jamais le jour. Et un peu plus loin, on voit donc qu'il s'agit de rien moins que d'un transfert. Alors, une petite parenthèse linguistique, en hébreu, je me suis laissé dire que le mot qu'on traduit en français transfert, c'est le mot qui signifie aussi déportation. Voilà, alors toute déportation n'est pas suivie de la mort des gens, heureusement, mais quand même, quand M. Lieberman dit transfert, l'hébreu dit qu'il s'agit de déporter. Alors non seulement donc les Palestiniens en Jordanie, comme je l'ai dit avant, mais également les Palestiniens citoyens d'Israël, théoriquement, de les déporter dans un futur État palestinien. Si je voulais faire un peu d'humour peut-être déplacé, je dirais que comme de toute façon Israël va empêcher qu'il y ait un État palestinien, donc au moins ce risque-là de se retrouver dans un État palestinien s'annule de lui-même. Enfin, c'est peut-être pas très drôle pour les populations concernées. En tout cas, ce qu'on peut dire pour terminer sur ce point, c'est que ça souligne bien que Israël tend de plus en plus, ça c'est depuis que la droite est venue dans les différents gouvernements, parce qu'avant il y avait les travaillistes, bon après c'est le Hérout, la droite, les différents partis de droite, aujourd'hui ça continue, et chaque gouvernement israélien, et chaque Knesset, c'est-à-dire chaque Assemblée nationale israélienne, est de plus en plus à droite, et même à l'extrême droite. Bon, M. Lieberman, on pourrait le comparer à Jean-Marie Le Pen ou à sa fille bien-aimée. Donc voilà, il s'agit en fait d'aller de plus en plus vers un État ethniquement pur, où il n'y aurait que des Juifs. Alors bien sûr, il y a des Juifs blancs, noirs, bruns, il y a ceux qui viennent du Maghreb, il y a ceux qui viennent des États-Unis. Donc en général, les Israéliens disent mais non, vous voyez, on n'est pas du tout raciste, et puis c'est pas ethniquement pur, vous n'avez qu'à regarder des gens dans les rues à Jérusalem et à Tel Aviv. Effectivement, mais quand on dit un État ethniquement pur, ça veut dire qu'il n'y aurait que des Juifs. Et comme si le judaïsme était une ethnie, comme s'il y avait un peuple juif, dans le monde entier. Bon, c'est ce que démolit Shlomo Sand en particulier. Et donc, ce n'est pas une question de couleur de peau ou autre, ou d'origine nationale telle ou telle, mais une sorte d'ethnie juive. On n'est pas loin, entre parenthèses, des définitions nazies des juifs. Et d'ailleurs, on peut voir ça aussi dans la définition de qui est juif en Israël.
Alors, ceci dit, je vais juste vous donner quelques-uns. Alors, avant de donner des détails de quelques-unes de ces lois, donc ces projets de loi discriminatoires, bon, je les ai trouvés sur le site extrêmement bien fait d'une association, une ONG palestinienne qui siège à Jérusalem et qui s'appelle Adala. Donc, je vous recommande vivement ce site-là. Voilà. Et donc, ce que je dis date de octobre 2012. Enfin, il passe en revue des lois jusqu'en octobre 2012. Bon, depuis, il a pu y en avoir d'autres. Enfin, ça s'achevait à cette date-là. Alors, il s'agit pour toutes ces lois, ces projets de loi, de déposséder les Palestiniens de leurs terres, de les exclure du pays, de transformer leurs éventuels droits, quand ils en ont, en privilèges conditionnels. 3. De limiter leur participation à la vie politique, aussi bien en tant que citoyens et d'élus. En parenthèse, j'étais pour la seule fois de ma vie en Israël et en Palestine en 2004, donc il y a 10 ans, et j'ai pu entrer à la Knesset avec des amis, et j'ai y compris rencontrer, à part Ariel Sharon, que j'ai croisé à la cantine du Parlement, il était encore vivant, mais j'ai également été dans le bureau du député arabe israélien, palestinien israélien, Azmi Bishara, qui était venu d'ailleurs à Strasbourg des années avant. Et vous le savez peut-être, Azmi Bishara, c'est évidemment un nationaliste palestinien, mais qui s'était fait élire à la Knesset. Mais peu après, je me souviens plus exactement quelle année, il a été chassé, en fait, de son poste de député. C'était un député comme un autre, il a été élu aux mêmes élections que les Juifs. Bon, mais il a été chassé. Et sous le prétexte, si je me souviens bien, qu'il avait fait un discours anti-israélien quelque part en Syrie. Et depuis, il peut mettre les pieds dans ce qui était quand même son pays et où il était député. Bon, imaginez la même chose en France. Déjà là, c'est des choses assez inquiétantes. Alors ensuite, donc limiter la participation des citoyens palestiniens à la vie politique. Alors, vous le savez sans doute, les Palestiniens ne sont pas appelés à faire leur service militaire. Probablement que les gouvernements israéliens ne les considèrent pas comme des citoyens suffisamment fiables et aptes à défendre leur nation ou leur État. Mais ça a une conséquence assez grave, cette chose-là, c'est qu'il y a un certain nombre d'avantages que les citoyens israéliens obtiennent dans la mesure où ils ont fait leur service militaire. Donc vous voyez que là, déjà, il y a une discrimination par le service militaire. Vous ne faites pas votre service militaire, bon, c'est l'État qui décide que les Palestiniens ne sont pas suffisamment, ils n'ont pas confiance en eux, donc ils sont dispensés. Mais du coup, il y a plein de choses qui leur échappent aussi dans la vie sociale, professionnelle, etc. Bien, donc ça, vous voyez comment déjà ça fonctionne, un régime d'apartheid pour une catégorie de population qui représente quand même 20%, c'est 1 sur 5, c'est pas rien. Bon, alors il y a aussi la criminalisation d'un certain nombre d'actes de parole, et il y a le fait, alors oui, c'est privilégier les juifs israéliens pour les allocations de l'État, donc c'est le point que j'ai dit avant, c'est lié à la question de faire son service militaire. Alors, il faut savoir quand même que, bon, je ne dirais pas que l'État d'Israël soit un État fasciste, je ne sais même pas s'il envoie une fascisation, d'ailleurs je ne sais même pas si le terme fascisation est bon. En tout cas, ce que je sais, ça c'est certain, c'est qu'il y a un certain nombre à la fois de choses qui s'y passent, des actes de la part du gouvernement, de la part des institutions, de la part de la police, etc., et de la part d'une partie même de la population d'extrême droite, qui alors sont complètement contraires au fonctionnement d'un État démocratique comme nous le connaissons encore dans notre propre pays. Alors, et il y a aussi ce que j'ai dit avant, la question de la Cour suprême. Alors, pour donner un exemple qui est très récent, les Israéliens avaient décidé il y a quelque temps de construire un grand camp de concentration dans le sud du désert, du Sinaï, qui s'appelle Holut. Et il y avait, paraît-il, il était prévu qu'il puisse rassembler 10 000 personnes. Alors, pas des personnes à peau blanche, mais des personnes à peau noire, c'est-à-dire des Africains qui cherchaient refuge. Alors, ils traversaient l'Égypte, enfin, ils venaient de leur pays, l'Éthiopie, les autres pays de la corne ouest de l'Afrique, et ils cherchaient refuge, ils traversaient l'Égypte, ils traversaient une partie
désertique, et puis ils allaient en Israël, donc de même qu'il y a des Maghrébins qui viennent par la Méditerranée ou par l'Espagne, qui essaient de venir en France ou en Grande-Bretagne d'ailleurs. Or, il faut savoir que dans ce camp, alors il y a d'une part il y a un véritable racisme, on peut même dire, alors il n'apparaît pas comme un racisme d'État parce qu'on entend parfois M. Netanyahou critiquer des manifestants vraiment fascistes, comme il y en a eu là, cet été, hein, il y a eu des manifestations fascistes qui étaient ouvertement anti-noirs, hein, où ils criaient les Soudanais au Soudan, par exemple, hein, les Éthiopiens en Éthiopie, etc. Je ne parle pas ici des falachas, c'est-à-dire c'est des juifs éthiopiens qui, eux, avaient été, comment dire, importés en Israël il y a déjà plus longtemps par une opération tapis volant, comme ils disent les Israéliens, hein, puisque c'était là les tribus perdues, celles qui avaient connu comment dire, la reine de Saba, Salomon, etc. Ça remonte à la plus haute antiquité, avec une grande part de mythologie certainement. Bon, ceux-là, c'est des juifs. Et vous les voyez, effectivement, dans l'armée. Personnellement, quand j'étais dans un checkpoint pour aller en Cisjordanie, un territoire occupé, je me suis retrouvé alors, avec des centaines de gens coincés dans ces grillages qui partout nous font passer comme des bestiaux, n'est-ce pas, de l'autre côté. J'ai été face à une jeune falacha qui était sur un truc en béton comme ça, avec son ousil à la main, et qui surplombait absolument tout le monde. Je me suis dit à ce moment-là, mais comment ils font les Palestiniens autour de moi, les jeunes, les vieux, les enfants, les femmes qui devaient attendre des heures parfois sous le soleil et la pluie, mais comment ils font pour supporter la morgue de cette jeune-là et il faut savoir que, en plus en Israël, parmi les juifs, il y a aussi du racisme. C'est-à-dire en haut, on pourrait dire, parodier un peu les seigneurs, c'est les Ashkénazes, personnellement je suis Ashkénaze, donc juif d'origine allemande. En dessous, il y a les séfarades, ça c'est les juifs qui viennent du Maghreb ou des autres pays arabes, du Moyen-Orient, les Irakiens, etc. Bon, déjà, entre les séfarades et les Ashkénazes, il y a un certain mépris de la part des Ashkénazes contre les séfarades. Mais en dessous des séfarades, il y a encore plus bas, si je puis dire, il y a justement les falachas, c'est juste les juifs qui sont noirs de peau. Alors ceux-là, c'est... Bon, et puis en dessous, il y a encore, bien sûr, il y a les Palestiniens, ou alors, après, on ne trouvera plus des animaux, des chiens et des chats, pour être le bas d'échelle, si je puis dire. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques... Alors, donc les lois, souvent, dont je vais parler maintenant un peu plus en détail, elles essayent de contourner justement le jugement parfois démocratique de la Cour suprême. Alors, je parlais de Holod, j'ai oublié de dire que justement, la Cour suprême israélienne a récemment exigé la fermeture du camp de rétention, de concentration de Holod. Bon, tant mieux, mais je ne sais pas ce qui va arriver avec une dizaine de milliers de Noirs, je parle de Noirs qui ne sont pas juifs, et qui sont simplement des réfugiés, des immigrés, des sans-papiers, comme on en connaît aussi pas mal dans notre propre pays. D'autant plus que, comme je l'ai dit, il y a eu vraiment des manifestations telles qu'on n'en voit même pas en France. On sait qu'il y a beaucoup de fascistes en France, mais ils n'osent pas encore, pour l'instant, ça viendra peut-être, mais ils n'osent pas encore organiser des manifs où ils diraient, bon, les nègres dehors, les Marocains au Maroc, etc. Bien. Voilà. Alors, donc, ces lois, d'ailleurs, ne sont pas nouvelles. Si on avait vraiment beaucoup de temps, on pourrait remonter à la création même de l'État sioniste, en 1948. Il y a eu tout de suite des lois qui restreignaient les libertés et qui, au fond, essayaient d'implanter l'idée que l'État d'Israël, c'est un État juif, et pour les juifs, par les juifs, etc. Bien. Alors, voilà. Donc, je rentre un petit peu, je vais vous donner quelques éléments, mais pas tout, bien sûr, de ces lois. Alors, par exemple, la numéro 1, concernant les terres des réfugiés et des déplacés. Ces terres peuvent être vendues à des personnes privées sans qu'il y ait la possibilité pour les propriétaires de demander restitution. Alors, il y a un organisme israélien qui s'appelle JNF, Jewish National Fund, qui gère en fait 93% des terres en Israël. Bon, un Palestinien ne peut pas acheter de terre en Israël. C'est comme une espèce de propriété d'État qui appartient au peuple juif en général. D'une certaine façon, j'en suis aussi copropriétaire, bien malgré moi. Puisque le peuple juif, pour les dirigeants sionistes, c'est pas seulement les juifs israéliens, c'est tous les peuples, c'est tous les juifs du monde. Et comme je le racontais tout à l'heure à quelqu'un,
si demain, par malheur, je décidais d'aller en Israël, et étant donné que j'ai une mère juive, et aussi un père juif d'ailleurs, je pourrais automatiquement recevoir un passeport israélien. Pas de problème, hein. Je vous garantis que je ne le demanderai pas. Et alors qu'il y a je connais à Strasbourg des Palestiniens, des Palestiniennes qui sont nés là-bas, avant 48 ou après 48, mais qui ne peuvent pas mettre les pieds dans leur pays, mais qui ont pourtant, comme on l'a souvent vu, la clé de leur maison encore, qui est habitée par d'autres si elle existe encore. Donc voilà un peu, là on voit bien quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, peut-être pas du fascisme, mais en tout cas d'une sorte d'apartheid, de coupure. Il y a les juifs qui ont tous les droits, même s'ils n'ont aucun rapport avec le Proche-Orient, ce qui est mon cas, puisque je suis de famille alsacienne depuis des dizaines de générations, mais demain je peux être israélien si je le veux, sans aucun problème, alors qu'un Palestinien né là-bas ne peut pas retourner dans son pays, même pour une période de vacances de 15 jours. Alors, deuxième loi, le ministère des Finances peut confisquer des terres pour des projets publics. Bon, voilà, c'est toujours un bon prétexte. Les anciens propriétaires ne pouvaient les réclamer qu'au bout de 25 ans, mais ils ne pouvaient plus les réclamer si l'État a transmis les terres à un tiers. Vous voyez, c'est très bien organisé. Alors, ça permet en particulier, alors il y a une troisième loi qui dit que qui concerne les établissements individuels sauvages. Alors, on a vu ça dans le film tout à l'heure, vous savez, des sionistes qui viennent des États-Unis installent un mobil-home quelque part sur le territoire palestinien, et puis après, on leur branche l'électricité, le gaz, et puis après ça devient du solide, et l'armée les protège, etc. Et c'est comme ça que peu à peu ils grignotent la Palestine historique. Alors justement là, donc ces établissements individuels sauvages, en particulier dans le Negev, cet amendement permet qu'ils soient reconnus officiellement. Alors ça ne concerne pas les Bédouins, parce que vous savez, on a beaucoup parlé des Bédouins du Negev, qui ont encore des villages, Al-Araki, qui a été rasé 20 fois peut-être, mais les Bédouins restent. Hein, ils ont compris qu'il ne faut pas s'en aller, ils logent sous de la tôle, sous des trucs en tissu, mais ils ont décidé qu'ils ne bougeront pas, alors que l'État d'Israël veut les regrouper dans 3 ou 4 villes, une sorte d'établissements néocoloniaux, qui seraient gérés effectivement par les Israéliens. Alors, il y a aussi par exemple le cas alors c'est la loi numéro 7 là, que j'ai regardé, des petites communautés dans le Negev, le Nakab en arabe, et en Galilée, enfin la Galilée, Judée, la Galilée, vous savez, il y a des noms aussi, il y a des guerres linguistiques. Ce que nous appelons, nous autres amis de la Palestine, la Cisjordanie, les juifs israéliens et les juifs, les sionistes ici en France, ils appellent ça Judée et Samarie. C'est les noms anciens qu'on trouve dans la Torah. Donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Donc il faut employer les mots pour le dire, c'est-à-dire les mots pour dire notre solidarité avec le peuple palestinien et pas les noms des sionistes. Donc ces comités, alors là c'est très, très subtil comment c'est fait, toujours pour écarter les Palestiniens israéliens, les Palestiniens d'Israël. Donc il y a des petites communautés dans le Nakab, dans le Galilée. Ils ont des comités d'admission qui sont libres de rejeter les gens qui veulent y vivre. Alors, à quelles conditions? S'ils ne conviennent pas, enfin c'est une citation, s'ils ne conviennent pas à la vie sociale de la communauté, au tissu social et culturel de la ville. Alors, comme la loi en Israël interdit, c'est là on voit que c'est vraiment vicieux derrière, la loi en Israël interdit théoriquement l'exclusion des personnes en raison de leur race, leur religion, etc., nationalité ou genre, comme en France. Mais justement, ce critère qu'ils appellent de non-adaptation sociale, citation, permet de contourner la loi. Vous voyez comme c'est fait très subtilement. Donc, théoriquement, la loi elle est aussi antiraciste ou anti-genre, enfin contre la distinction de genre, ou etc., ou des couleurs de peau, mais hop, il y a un petit machin qui permet de contourner la loi. C'est vraiment bien fait, on peut dire. Alors, quelques autres exemples. Tu me dis si je suis trop long. Bon. Voilà. Alors, oui, autre petite chose comme ça vicieuse, concernant les allocations parentales, comme les allocations familiales chez nous.
elles ne sont pas versées pour les enfants non vaccinés. Alors là aussi, ça concerne en fait les Bédouins. Parce que comme la plupart des Bédouins n'ont pas accès aux soins, et bien du coup, voilà, ils ne sont pas vaccinés, et du coup, ils ne bénéficient pas des allocations familiales. Vous voyez comme tout est très bien organisé. Alors, je vais un peu plus loin. Alors là, il y a des choses qui concernent pas seulement les Palestiniens d'Israël, mais qui peuvent concerner aussi les Juifs israéliens qui sont solidaires des Palestiniens. Bon, c'est le cas de plusieurs associations. Moi, quand j'étais en Israël et en Palestine il y a 10 ans, j'ai vu par exemple, comment il s'appelait, Jeff Halper, un juif d'origine américaine, et qui est le dirigeant d'une association de médecins pour les droits de l'homme, et qui, que j'ai accompagné un jour en territoire occupé, où ils allaient installer plusieurs cabinets médicaux, une pharmacie pour soigner les gens, etc. Ce qui prouve que la coopération, la collaboration entre les Juifs et les Palestiniens, musulmans, chrétiens, ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, on a été très bien reçus dans cette municipalité, parce qu'on ne venait pas avec des vapeurs, des tanks, des missiles ou des choses comme ça, mais on venait apporter une solidarité médicale. Et donc, voilà. Il n'y a aucun problème. Donc il y a pas mal d'associations à Jérusalem ou à Tel Aviv où il y a à la fois des juifs israéliens et des palestiniens qui peuvent être chrétiens ou musulmans. Donc ces associations, c'est pas bien, c'est l'horreur ça pour les gouvernements israéliens. Et donc ils ont sorti des lois exprès contre ça. C'est-à-dire que je donne deux là. Par exemple, oui, alors il y a par exemple les organisations qui nient l'existence d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, on y reviendra, ou qui commémorent le jour de l'indépendance, donc en avril ou mai 48, mai 48, ouais, comme un jour de deuil, puisque c'est en même temps le jour de la Narba. Évidemment, si vous commémorez la Narba au lieu de commémorer l'indépendance, or il y a aussi des juifs israéliens qui commémorent comme nous la Narba, et pas l'indépendance d'Israël, qui est vraiment le colonialisme en place, eh bien, le financement est coupé pour ces associations. Par exemple, voilà, il y a aussi l'instauration, il y a quelques années, d'un serment de loyauté pour les demandeurs de citoyenneté, pour les Israéliens, donc loyauté à Israël comme État juif, sioniste et démocratique. Alors, même Mahmoud Abbas, je pense que malgré toute sa bonne volonté pro-israélienne, ne voudrait pas signer une telle chose, parce que c'est signer l'arrêt mort de la Palestine, tout simplement. Alors, je voudrais dire un mot à ce sujet, sur ce fameux État juif et démocratique. Là, je m'inspire de Michel Warshawski, notre camarade, qui expliquait ça très bien. Et il dit ça en une formule, que je trouve très parlant. Il dit, oui, État juif et démocratique, Israël, c'est un État démocratique pour les Juifs et juif pour les Palestiniens. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle en français une philodossie, c'est un oxymore, parce que si les Juifs, ça veut dire que, c'est un État que pour les Juifs, c'est ce qu'ils veulent actuellement, le gouvernement Netanyahou, et donc c'est un État, comme je disais tout à l'heure, en quelque sorte ethnique, même si ça ne tient pas compte de l'origine nationale des gens qui sont arrivés en Palestine, qui s'appelle maintenant Israël pour une bonne part.